On va maintenant passer à la présentation suivante. Donc, de Linda Cherami. Je dois avoir un bout de vidéo qui traîne ici. Donc, Linda, de la même façon, tu peux prendre le partage de l'écran. Pendant ce temps-là, je vais rapidement me présenter. Donc, tu es maître de conférence maintenant, c'est l'Université Polytechnique Hauts-de-France et à l'IEMEN. J'ai appris ça. Donc, c'est l'ex-université de Valenciennes, si j'ai bien compris. En termes de parcours, tu as fait un premier master en Algérie, d'après ce que j'ai vu, puis un master à l'Université de Montpellier, un doctorat à l'Université de Valenciennes à l'époque, et c'est Hainaut Cambrésis, d'après ce que je vois. Puis un postdoc à Georgia Tech Lorraine à Metz, et tu as des travaux de recherche qui portent sur le domaine notamment de l'acoustique, des détections passives et du contrôle non destructif, comme on va pouvoir le voir maintenant. Bonjour à tous. Super. Donc, tout d'abord, je remercie les membres organisateurs pour ce webinaire GDR Round. Donc, effectivement, Linda Chiami, je suis maître de conf à l'EMN, site de Valenciennes. Et mes activités de recherche portent essentiellement sur le contrôle non destructif. Ça sort un peu du contexte hyperfréquence, radiofréquence, mais ça reste en lien avec l'imagerie, localisation de sources. Donc, le sujet de ma présentation, c'est approche innovante pour des applications à SHM, des structures par réseau de capteurs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le contrôle santé intégré ou le SHM Structure Health Monitoring en anglais, c'est un système qui permet en fait un suivi permanent de la structure en cours de service, donc sans interrompre l'appareil. Et généralement, on s'intéresse à tout ce qui est détection, localisation de défauts et classification aussi selon le niveau de gravité. Donc, le SHM, c'est des systèmes qui touchent un petit peu à tout. Donc, ça part du monitoring, que ce soit avec les méthodes actives ou les méthodes passives. Matériaux, donc que ce soit matériaux poreux, composites, matériaux granulaires. Il y a aussi la partie capteur qui est très essentielle, idéalement un réseau de capteurs autonomes embarqué à la structure, et aussi la partie traitement de signal qui touche à tout ce qui est imagerie et caractérisation de défauts. Donc, comme c'est des systèmes complets, donc, ils sont utilisés généralement dans des domaines au niveau de sécurité privée, comme le génie civil, le nucléaire et les transports en particulier, comme l'aéronautique. Alors, c'est l'aéronautique et d'ailleurs, c'est l'application qui m'intéresse parce qu'en fait, dans le Nord, on s'intéresse à tout ce qui est donc, domaine ferroviaire, au transport de manière générale. Alors, donc, pour cette présentation-là, je commencerai d'abord par un petit focus sur les besoins en CND actuels, donc, notamment l'analyse des signaux réverbérés, on verra qu'est-ce que c'est après. L'imagerie différentielle dans le cadre, donc je présenterai quelques résultats dans le cadre du projet ANR-PASMI. Et puis, une imagerie sans référence d'un défaut de contact non linéaire dans le cadre du projet ANR-PASCAN. Et je finirai par un petit récapitulatif des résultats. Donc, avant d'aller plus loin, rappelons d'abord qu'est-ce que c'est un signal réverbéré. Donc, considérons une plaque fermée ou bornée. Donc, on a une source impulsionnelle qui excite la structure et on a un transducteur donc, qui va jouer le rôle d'un récepteur, donc qui va recevoir, un capteur, qui va recevoir en fait les ondes. À l'instant, donc T1, on enregistre l'onde directe qui correspond naturellement au trajet émetteur-récepteur. À l'instant T2, s'ensuit les premières réflexions, donc, qui correspondent justement à l'émetteur bord-récepteur. Et ensuite, aux instants TN, on va recevoir en fait les réflexions d'ordre élevé. Et ces ondes multiplement réfléchies donnent naissance à ce qu'on appelle un signal réverbéré, ou un signal réverbérant, dont l'amplitude décroît en exponentielle moins t sur taux. Au taux est appelé le temps de réverbération, couramment appelé donc, temps de réverbération en acoustique des sons. Alors, généralement, dans les méthodes de contrôle non destructif classiques, on s'intéresse uniquement à l'onde balistique ou à l'onde directe. Et on considère tout ce qui est coda, donc la dernière partie de signal, comme un signal en fait indésirable ou un bruit, pour que ça peut contenir des informations riches, des informations potentielles sur les milieux de propagation. Et d'ailleurs, on s'intéresse dans le cadre de ces travaux en fait à l'exploitation globale de ces signaux pour extraire des informations potentielles sur le milieu. Alors, juste un petit focus, donc là, j'ai cité que deux, c'est deux méthodes parmi d'autres, qui traitent les signaux réverbérants. Donc, il y a premièrement l'analyse des codas de réverbération. Donc, comme je l'ai dit, coda, c'est la dernière partie du signal. Donc, on a montré dans des travaux récents que si on travaille sur l'enveloppe des signaux différentiels, donc différentiels, c'est des signaux qui ont été enregistrés dans deux scénarios différents, donc le cas sans défaut et le cas avec défaut pour une plaque, d'accord. Donc, on peut remonter justement à des caractéristiques du milieu par des méthodes de fitting ou de régression.
On peut remonter, donc, si on connaît le coefficient A, on peut remonter donc à la surface de la plaque, à la section de diffusion de défaut. Section de diffusion, donc c'est le pouvoir d'un défaut ou d'un diffuseur à diffuser en fait l'onde incidente dans plusieurs directions. On peut remonter aussi à la vitesse de groupe si on connaît l'un des paramètres. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la corrélation de bruit. Donc, la corrélation de bruit qui stipule que sous l'hypothèse d'un champ diffus, donc c'est l'équipartition d'énergie entre deux points d'un milieu, ce que j'ai noté ici, donc A et B, l'intercorrélation de ces champs d'onde enregistrant ces deux points peut être vue comme la réponse que l'on reçoit au point B si une source réelle est placée au point A. Donc, concrètement, ça revient finalement à reconstruire le signal en actif comme si en fait le point A était une vraie source. Théoriquement, c'est la dérivée temporelle de cette fonction d'intercorrélation CAB qui est proportionnelle à la différence entre la fonction de Green causale et anticausale. Donc, fonction de Green, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la représentation spatio-temporelle de la réponse intuitionnelle. Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est une méthode qui reste prometteuse pour trois causes. Premièrement, le bruit n'est plus considéré comme inutile, mais c'est plus un signal justement qu'on va pouvoir exploiter pour extraire des informations. L'estimation des fonctions de Green ou les signaux en actif sans besoin de source, donc il n'y a pas de circuit d'émetteur, donc il n'y a pas de vraie source ultrasonore émettrice, et on a un potentiel pour l'imagerie passive. Cette méthode-là a été initialement introduite en géophysique et donc en acoustique sous-marine, et récemment, ça a été introduit aussi dans le domaine du SHM ou le contrôle non destructif. Donc, je passe maintenant à l'imagerie différentielle dans le cadre du projet NR-PASNI. Alors, donc, dans le cas des plaques réverbérantes, après décomposition de la fonction de Green sur les modes propres de la plaque, on a montré que la fonction d'intercorrélation dans le domaine fréquentiel, c'est proportionnel à une de J, donc à la partie imaginaire de la fonction de Green, qu'on multiplie par un terme de source équivalent qui est le F oméga, plus un bruit résiduel de reconstruction. Donc, le NIGNS, ce bruit résiduel de reconstruction, alors idéalement, il va tendre vers 0 uniquement si j'ai une équipartition des sources sur toute la surface de la plaque et si NS tend vers l'infini. Alors, ensuite, on s'est intéressé donc, à la quantification donc, de la qualité de reconstruction des fonctions de Green. On a défini donc, un niveau de bruit relatif, le RNL. Donc, c'est un ratio physiquement, ça représente un ratio entre le bruit résiduel de reconstruction et la fonction de Green, où on a montré que ça va dépendre uniquement des propriétés structurales de la plaque et de nombre de sources, qui est inversement proportionnel au nombre de sources. Là, sur le taux A, donc le temps de réverbération, est proportionnel à la surface de la plaque. Donc, il y a trois remarques importantes donc, sur l'influence des paramètres sur la reconstruction des fonctions de Green. Donc, le RNL, il va être faible uniquement si le nombre de sources augmente, si le temps d'atténuation augmente et si l'air de la plaque diminue au lieu d'un parcours moyen diminue. Donc, c'est des résultats qui restent cohérents avec la littérature, comme par exemple les milieux multidiffusants. Je peux citer les travaux d'Éric Larosse, par exemple, à l'ISTER de Grenoble. Ensuite, pour la partie détection, donc dans le cas du projet PASNI, l'idée, c'est d'avoir un réseau de capteurs, donc un capteur déployé sur la surface de la plaque. Ensuite, on vient simplement reconstruire la matrice de réponse interéléments. Donc, ça revient justement à calculer 6 ref pour le cas de référence, donc c'est le cas sans défaut. Et on fera pareil pour le cas avec défaut. On va avoir ces def. Pour justement extraire la réponse de défaut, la signature de défaut, donc des différentes réverbérations, on fait simplement le mode différentiel. Donc, on vient soustraire la matrice CRF de la matrice avec défaut. Et c'est justement cette matrice-là qu'on va pouvoir imager donc par application de l'algorithme d'imagerie beamforming. C'est le beamforming classique utilisé dans les antennes. Sauf que nous, dans le cas des plaques réverbérantes, alors comme on travaille pour information un petit peu au-dessus de l'audible, c'est entre 10 et 30 kHz. Et pour les plaques, c'est vraiment des ondes de lambda. Généralement, alors dans cette gamme de fréquences, là, on excite beaucoup plus le mode fondamental de lambda, le mode A0, dit le mode de flexion. Donc, c'est du beamforming classique auquel on a rajouté la dispersion de mode de lambda A0. Donc, c'est pour ça qu'on a un K oméga. Alors, pour le beamforming, on vient simplement donc, rétropropager pixel par pixel chaque élément de la matrice delta CMN de manière à ce que, donc, si le pixel
pixel est en dehors de la position de défaut, on s'attend à avoir une sommation incohérente. Donc, on va minimiser les réverbérations et le bruit résiduel des reconstructions. Et si le pixel est sur la position de défaut, on va avoir une somme constructive qu'on va pouvoir après calculer l'intensité entre, donc c'est inversement à la bande passante, entre moins T0 sur 2 à T0 sur 2. Voilà, ça c'est l'intensité du pixel. Et c'est ça qu'on va représenter après dans les images ou les cartes d'imagerie en fait, de la plaque. Voilà, passons maintenant donc à la validation, validation expérimentale. Alors, donc, concernant donc, le bruit ambiant, on a simplement, donc là j'ai sorti mon éponge Spantex, donc on a la plaque d'aluminium qui fait donc 1,5 m par 1 m et 3 mm d'épaisseur. Le bruit, donc ça a été généré uniquement donc, par frottement, simplement par frottement sur toute la surface de la plaque. On avait donc un réseau de 8 transducteurs piezo parce qu'on avait une électronique à 8 voies qui échantillonne à 96 kilo échantillons par seconde. Et ensuite, les signaux ont été blanchis en fréquence pour avoir justement corriger les fluctuations temporelles et normaliser l'énergie sur toute la gamme de fréquences, où le mode A0 est dominant. Alors, ce que je présente ici, c'est un exemple d'intercorrélation, donc c'est la courbe en noir, d'accord, entre une paire de capteurs, et que j'ai comparé donc, au signal en actif. C'est comme si en fait je considérais donc, le premier capteur comme une source intuitionnelle. Donc j'ai mis avec une intuition. Et comme on peut le voir, les deux courbes, ça colle pas mal. Et une fois justement que ces fonctions, donc ça veut dire qu'on a bien reconstruit les fonctions de Green, on va pouvoir les utiliser justement pour faire de l'imagerie dans les plaques. Voilà, donc ce que je présente ici, c'est les résultats d'imagerie pour différents types de défauts. Alors, à gauche, donc la première, tout en haut, tout ce que vous voyez ici en croix, c'est le réseau de capteurs, c'est le réseau de capteurs utilisé, donc c'est des capteurs piezo. Ici, donc le maximum d'intensité représente la position de défaut. Alors, le défaut ici, c'était juste un aimant qu'on vient coupler avec du miel sur la surface de la plaque. Alors, pourquoi l'aimant? Ça va représenter juste un changement de propriété locale de matériaux et en plus, ça va donner un peu de souplesse par rapport au manip parce qu'on peut tester plusieurs positions de défaut. Ensuite, on a fait des défauts un peu handmade. Donc, il y a un trou de 15 mm qui est à l'extérieur du réseau de capteurs ici. Ensuite, là, c'était juste, donc c'était un trou 10 bouchons et ensuite on a remis une petite masse pour avoir un contraste donc, entre le défaut et le reste de la plaque. La position du défaut a été correctement localisée. Et en fait, c'était une rainure traversante donc de 3 cm. Pareil, donc là, ça marche plutôt pas mal. Voilà, donc ça reste donc, de l'imagerie différentielle. Donc, on a besoin d'un état hypothétique zéro défaut, sans défaut. Par contre, ça pose justement problème pour des applications réelles. Pourquoi? Parce que la base de signaux de référence, elle peut être influencée par les changements environnementaux ou le vieillissement du matériau. Et à ce moment-là, on s'est posé justement la question, peut-on tirer profit du phénomène de non-linéarité acoustique de contact au sein des endommagements eux-mêmes pour pouvoir proposer ou développer des méthodes sans référence et robustes. Donc, je passe donc à l'autre type d'imagerie. Donc, c'est l'imagerie sans référence d'un CAN dans le cadre du projet AMR Pascal. Donc, dans ce cas-là, on a fait usage de ce qu'on appelle les méthodes pompe-sonde. Donc, l'onde de pompe, c'est une onde basse fréquence. L'onde de sonde, c'est une onde haute fréquence. Donc, l'idée générale est que le défaut excité par la basse fréquence va modifier légèrement les conditions de propagation de l'onde haute fréquence. Donc là, au repos, il n'y a pas de problème. Par contre, quand il y a la basse fréquence, il va y avoir en fait des changements des conditions de propagation de l'onde. Il va y avoir la modulation. Ainsi, si on cumule ces effets en fait sur plusieurs états de contact différents, on va pouvoir justement avoir une modulation non linéaire de contact. Et enfin, par imagerie de ces différences dans les signaux de fréquence mesurés dans des conditions de contact variables, on va pouvoir localiser l'origine de la modulation. Alors, les essais expérimentaux consistent simplement toujours en une plaque d'aluminium qui fait de mémoire, il me semble, 1 mètre par 50 cm de largeur. La basse fréquence, on l'a excitée, c'est une plaque qui vibre en dynamique, on l'a excitée en harmonique à 1 Hz par un pot vibrant.
L'onde de haute fréquence, c'est un cycle de sinus à 10 kHz, donc c'est un transducteur piezo. On avait 14 transducteurs donc piezoélectriques pour l'imagerie, et puis l'acquisition se fait par une carte audio, c'est une carte Motu 24 fois, qui échantillonne à 96 kg échantillons par seconde. Et enfin, pour le défaut, c'est une bille qu'on presse contre la surface de la plaque. C'est un moyen de simuler un contact hertzien. Donc, c'est un contact solide, et qui est en permanence. Donc, c'est un contact permanent avec la plaque. Concernant la partie de traitement de signal, donc, consiste à diviser donc, le signal brut, comme vous le voyez ici, en plusieurs fenêtres ou plusieurs tranches N. Et ensuite, pour chaque fenêtre, on va calculer des signaux différentiels, mais pas comme dans la méthode différentielle, ce n'est pas une soustraction par un cas référence sans défaut, mais plutôt en fait une moyenne sur toutes les fenêtres. Et de cette manière-là, on s'attend en fait à ce qu'il reste uniquement les composants des signaux associés à la plaque elle-même et la configuration du réseau de capteurs. Alors, premièrement, donc, on a ici l'imagerie en mode synchrone. Donc, dans l'imagerie en mode synchrone, on vient simplement rétropropager chaque signal différentiel delta, sur chaque fenêtre, et qu'on vient pondérer par des coefficients ad hoc AM, parce qu'on ne connaît pas en fait les signes des BPF. Et les AM, en fait, c'est les valeurs donc, des amplitudes pour chaque début de fenêtre TM. Et ensuite, on vient filtrer, donc on applique un filtrage passe-bas des signaux haute fréquence pour se débarrasser de signal de pointe. Et enfin, on calcule l'intensité de la BPF sur la fenêtre T0. Alors, ce que je présente ici, c'est deux résultats de localisation pour deux positions de default différentes. Donc, en petite croix ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est le réseau le réseau de capteurs, excusez-moi. Ici, en plus, c'est limiteur, donc ça reste en mode actif, hein, d'accord? C'est sans référence, mais par contre en dynamique, mais en mode actif. Et à droite, c'est la position de défaut à l'extérieur du réseau. Donc ici, pour information, delta T, c'était 50 millisecondes, l'onde de pompe, c'était 1 Hertz, et on avait en fait ici pour 700 tranches, 700 différences. Voilà, comme on peut le voir, donc le défaut est correctement localisé. Par contre, dans le cas à droite, quand le défaut est à l'extérieur, on va avoir l'élargissement de la tâche focale, ce qui est normal, hein, c'est par rapport à la loi de diffraction. Alors ensuite, on s'est intéressé à l'étude paramétrique, donc c'est l'étude du contraste versus la section de diffusion de défaut. Donc, le développement théorique, on a commencé par un cas statique. Et finalement, en fait, on s'est rendu compte que la modulation des conditions de contact revient simplement à une modulation de cette section de diffusion, sigma. Donc, ainsi, si on rétropropage ces signaux différentiels, si on considère que les bruits rétropropagés entre chaque récepteur sont décorrélés, on montre que le contraste est proportionnel à gamma xi sigma 0. Donc, gamma, c'est un terme de géométrie de réseau qui est proportionnel au nombre de capteurs. Xi, c'est le SNR, donc c'est le rapport signal à bruit. Et sigma 0, c'est la section de diffusion de défaut. Donc, pour valider cette relation-là, on a fait donc des expériences toujours en cas statique. Alors, pour le cas statique, donc, le défaut, on a juste changé en fait le couple de serrage de la bille contre la surface de la plaque. Et ici, je montre donc le contraste en fonction de sigma 0 en millimètres. Et donc, la courbe en rouge, c'est la relation théorique, et la courbe en bleu, c'est l'expérience. Donc, comme on peut le voir, ça colle pas mal donc, pour des valeurs de sigma au-dessous de 1 mm. Alors, ce qui est normal, parce qu'en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans le modèle théorique qu'on avait développé, en fait, c'est en première approximation, on ne prend pas en compte les lobes secondaires. Mais par contre, on voit bien que les valeurs de sigma peuvent aller de 0 jusqu'à 4 mm. Et on peut calculer un seuil de détection minimal. Donc, par rapport au contraste de Weber, si on cause d'un contraste égal à 1, donc le sigma minima, c'est 0,065 mm. Et comme les valeurs qu'on a ici sont supérieures à 0,065 mm, effectivement, ça peut marcher dans le cas statique. Ça revient en fait comme dans le cas du projet Passini, c'est comme du différentiel avec et sans défaut. C'est pour ça que ça marche. Alors, par contre, dans le cas dynamique, donc on a validé aussi dans le cas dynamique, donc c'est la section de diffusion moyenne par contre sur différentes valeurs de l'onde de pompe. Ça, ce que je montre à gauche, c'est l'exemple pour une pompe. Donc, c'est sigma en millimètres en fonction donc, de l'acquisition. Et la courbe à droite, c'est c'est le contraste en fonction de sigma 0. Alors, donc l'allure de la courbe, on retrouve à peu près la même chose pour le cas statique.
Mais par contre, comme on peut le voir, donc les valeurs de sigma elles sont beaucoup plus faibles que dans le cas statique. Alors, donc sigma seuil, c'était 0,065 mm. Donc, effectivement, sigma dynamique, ça reste quand même supérieur donc, au seuil, mais ça reste faible par rapport au cas statique. Or on a montré que ça marche quand même. Même si c'est inférieur au cas statique, ça marche quand même. Alors, on a essayé de comprendre ça. Donc, on a repris un peu les calculs théoriques avec Emmanuel Moulin. Donc, la détection de défauts, donc pour le cas dynamique, en fait, le contraste, c'est plus proportionnel à xi, mais c'est proportionnel à xi prime. Et xi prime, il va dépendre du nombre d'états de sollicitation m, parce que c'est un cas dynamique. Donc, plus m augmente, plus xi prime augmente, et plus donc le bruit électronique moyenné sur m, donc sur le nombre de sollicitations, il va tendre vers 0. Voilà, c'est la raison pour laquelle ça marche aussi pour le cas dynamique. Voilà, donc tous ces travaux-là sont en mode actif, donc c'est de l'imagerie sans référence dynamique, mais en actif. Et donc là, on a montré que c'est OK pour l'actif, mais par contre, est-ce suffisant, en tout cas dans la configuration initiale, pour l'imagerie passive sans référence? Donc ça, je ne peux pas répondre maintenant, c'est des travaux en cours. Voilà, je passe aux conclusions. Donc pour finir, donc, ce qu'on avait montré ici, c'est des méthodes de caractérisation basées sur les propriétés des codas et des corrélations de bruit dans les plaques réverbérantes. Alors, réverbération, c'est une exploration complète du milieu, information riche avec faible densité de capteurs, pas d'émissions ultrasonores, donc basse consommation. On n'a pas de contraintes aussi sur l'électronique parce qu'on n'a pas besoin de circuits émetteurs. Imagerie sans référence, basée sur le sondage répétitif dans différents états de sollicitation en basse fréquence. C'est une technique qui reste robuste vis-à-vis des conditions environnementales. Et dans le contexte, de toute façon, le contexte final, nous, ce qu'on veut idéalement, de toute façon, c'est à moyen terme, c'est le développement d'un réseau de capteurs acoustiques à faible ressources matérielles, faible impact écologique, que ce soit coût encombrement des fils, masse, consommation, pour application, contrôle santé intégré, transport en particulier. Voilà, merci beaucoup. Et vous avez des questions? Merci beaucoup pour la présentation, Linda. Donc, comme habituellement, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a déjà Philippe qui… Moi, j'ai une question. Oh, super. Est-ce qu'il y a pour la méthode différentielle, est-ce qu'il y a une hypothèse qui a un seul défaut ponctuel ou est-ce que ça marcherait aussi bien s'il y a un défaut qui est grand par rapport à la longueur d'onde ou bien s'il y a plusieurs défauts? Merci pour la question, Philippe. Oui, effectivement, on a déjà essayé en fait pour plusieurs défauts. Alors, ce qui va se passer, alors on va y avoir de la localisation, hein, sauf qu'on va y avoir une dynamique qui sera divisée en fait sur le nombre de défauts. Après, pour pouvoir améliorer un peu la qualité de l'imagerie ou la qualité des images de localisation, on peut appliquer ce qu'on appelle les méthodes d'Ort, la décomposition de l'opérateur de retournement temporel. C'est ce qu'a fait Pierre Prada, par exemple, ou Mathias Fink et Ernest Langevin. Et on va y avoir justement en fait des valeurs singulières donc qui seront associées en fait à chaque diffuseur, si ça marche. Et avec ça, on va pouvoir justement assigner une valeur singulière particulière à un défaut particulier en fait dans la plaque. Ce qui va poser problème, c'est le cas de deux défauts, et je pense que c'est la même chose pour les applications RF ou hyperfréquence, c'est quand on a en fait deux défauts qui sont très proches, donc inférieurs à une longueur d'onde. Alors ça va être un peu complexe. On ne sait pas trop comment on va justement séparer en fait l'écho qui vient de défaut 1 et le défaut qui vient de défaut 2. Ça répond à ta question, Philippe? Oui. Très bien. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 2-3 minutes de la part soit donc des… Ah. Juste une petite question, quand vous parlez de blanchissement du signal, c'est quoi? Ça représente quoi, blanchissement du signal? Ah oui, d'accord. Le blanchiment du signal, c'est en fait une normalisation donc, du spectre fréquentiel, d'accord, par rapport à l'enveloppe du signal. C'est une histoire en fait d'avoir une normalisation, une équipartition d'énergie. D'accord. Parmi les conditions d'application de l'approche corrélation de bruit, il faut y avoir d'abord des sources décorrélées, d'accord, donc des sources indépendantes. Et la deuxième des choses, c'est d'avoir aussi une équipartition d'énergie en fait sur toute la surface de la plaque idéalement. Et ça, réellement, dans des applications réelles, déjà, en fait, dans des applications réelles, on a quelque chose qui est très inférieur à 1 Hertz. Hein, dans des sources aéronautiques, le bruit aérodynamique, c'est inférieur à 1 Hertz. Et en plus, on a des fluctuations temporelles.
Généralement, donc, en traitement de signal, ce qu'on fait, on triche un peu, donc on normalise par rapport au spectre, enfin l'amplitude en fait, du spectre des signaux. D'accord. Et en ce qui concerne le positionnement des transducteurs, en gros des capteurs sur la plaque, est-ce que vous aviez fait des modélisations électromagnétiques au préalable pour connaître les positions optimales ou ça a été de manière aléatoire? Alors, c'est l'une des questions clés de la communauté SHM enfin, au jour d'aujourd'hui. On ne sait pas trop dans des vraies applications. En fait, là, ce qu'on fait, c'est du SHM à l'échelle du laboratoire. Donc, en fait, le vrai SHM, c'est d'avoir des capteurs intégrés dans la structure au cours de service. La phase de conception, les capteurs ils sont déjà intégrés. Donc, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va positionner les capteurs. Donc, au jour d'aujourd'hui, les industriels, ils les mettent dans des zones d'intérêt. Généralement, enfin, proche des moteurs, enfin, c'est dans des zones d'intérêt. Donc là, par rapport aux travaux que j'ai présentés, c'est vraiment aléatoire. C'est vraiment aléatoire. Après, comme c'est très réverbérant, donc les ondes passent plusieurs fois en fait sur le défaut. D'une manière ou d'une autre, on va y avoir en fait quand même une... D'accord, ok. Merci.